Les cyprès de Toblo, sentinelle silencieuse de la mémoire de Midelt. Écrit par Dr Bouziane Hassan. À l'entrée de Midelt, en venant d'Erachidia, se dresse une ligne d'arbres vénérables, entre l'ancien terrain de football et l'ex-ferme Zaki. Ce sont les cyprès d'Arizona, plantés il y a plus de 70 ans par le colon français Toblo. Ces arbres majestueux, dont certains atteignent plus de 10 mètres de hauteur, formaient autrefois une partie de la clôture végétale de la grande ferme coloniale de Toblo. Aujourd'hui, ils sont les derniers témoins vivants d'un passé révolu et constituent un patrimoine végétal ancien de la ville de Midelt. Avec les années, les effets de la sécheresse, conjugués au vieillissement naturel, ont affaibli ces géants silencieux. Un à un, ils tombent, emportant avec eux des fragments de la mémoire collective. Pourtant, ces arbres ne sont pas de simples éléments du décor. Ils ont vu naître, évoluer et se transformer une ville qui n'était à ses débuts qu'une garnison militaire française entourée de quelques bâtisses rudimentaires. Ces arbres ont été témoins de l'existence de la voie ferrée qui reliait autrefois la gare de Midelt à la gare d'Oujda. Juste en face d'eux se dressait jadis la petite gare ferroviaire, animée par le va-et-vient des wagonnets chargés de minerais et de matériel lourd. Ces cyprès ont également vu un autre pan de l'histoire de Midelt s'écrire. La transformation de cette ancienne gare ferroviaire en une véritable garnison militaire. Après le retrait progressif de l'activité minière et la disparition de la ligne ferroviaire, les bâtiments abandonnés de la gare furent investis par l'armée marocaine. On y installa des casernes, des dortoirs, des entrepôts et même un petit terrain d'exercice. Pendant des années, plusieurs bataillons militaires s'y succédèrent. On y voyait défiler les jeunes recrues, les camions militaires verts poussiéreux, les drapeaux hissés au son de la trompette, les exercices de tir et les chants de marche résonnant au petit matin. C'était une ville dans la ville, bouillonnante de discipline, de routine et de rigueur. Les habitants des quartiers voisins, Tachiwin, Sahal Khadra et Lastraces, s'y étaient habitués. Au son du clairon à l'aube, au salut militaire dans les rues, aux marches organisées à travers Midelt, parfois même jusqu'au mont Ayashi. Certains jeunes du coin, en quête de stabilité, s'engageaient à leur tour, passant de simples spectateurs à membres à part entière de cette grande machine. Mais comme toute chose, ce temps passa. Le camp se vida peu à peu, les unités furent transférées ailleurs, les murs commencèrent à s'écailler, la poussière reprit ses droits. Il ne resta que des souvenirs, celui des bottes frappant le sol, des cris des officiers et des soirs où l'on entendait, porté par le vent, le dernier appel résonner contre les flancs du Djibel Ayachi. Les cyprès de Toblo ont vu s'élever, en 1952, le célèbre hôtel Ayachi, construit par la Société des mines d'Aouli pour accueillir les ingénieurs, les cadres et les visiteurs de passage. Ces arbres ont vu le terrain de football prendre forme à leurs pieds, lieu de joie, de passion et de fraternité. Ce terrain qui devint, au fil des années, le théâtre des grandes rencontres sportives de Midelt, marqué par des victoires inoubliables, mais aussi des défaites dignes, reflétant l'âme combative de toute une jeunesse. Ces arbres ont vu défiler des générations de joueurs, d'enfants, de supporters, de familles venus assister aux matchs des équipes locales et des équipes des quartiers. El Hassania, Lihamjouen, El Adada, Kombata, Lastras, Aiterba, Almou, Chaïchia. Ces arbres portent en eux les échos des cris de victoire, des encouragements enflammés, des chants partagés, des joies simples d'une époque révolue. Ils sont les gardiens d'un patrimoine immatériel, d'une mémoire populaire qui mérite d'être protégée et transmise. Ces arbres centenaires furent aussi témoins de la naissance du lycée Hassan II, une des institutions éducatives les plus emblématiques de Midelt. À la fin des années 60, ce fut Sa Majesté le roi Hassan II lui-même qui vint poser la première pierre de l'établissement dans une cérémonie officielle marquée par l'espoir, l'émotion et une fierté immense pour les habitants de la région. Très vite, le lycée devint un phare du savoir. Des élèves venus de Midelt, mais aussi de Mibladen, Aouli, Zaïda, Riche, Boumia, Itzer, Tounfit et des villages des environs affluaient chaque année, portés par le rêve d'un avenir meilleur.
Pour bien des familles, faire entrer son enfant au lycée, c'était déjà une victoire. L'établissement accueillit des générations d'élèves, formés par des enseignants marocains et étrangers, passionnés, rigoureux, parfois redoutés, mais toujours respectés. Autour d'eux, gravitaient des cadres administratifs compétents, qui veillaient au bon fonctionnement de la vie scolaire avec dévouement. Chaque année, le lycée vibrait au rythme des fêtes nationales, des journées culturelles, des examens de fin d'année, des résultats tant attendus, entre joie intense et déception silencieuse. Et toujours, les cyprès de Tobleau étaient là, dressés comme des sentinelles naturelles, regardant les élèves courir vers leur salle, les enseignants déambuler dans la cour. Mais l'influence du lycée dépassait largement ses murs. Il devint le cœur battant de la vie sociale locale. Autour de lui, des librairies ont vu le jour, des vendeurs de livres d'occasion s'installaient près de ses grilles et les cafés voisins résonnaient des discussions animées des élèves en pleine révision. Les commerçants, quant à eux, vivaient au rythme des rentrées scolaires et des périodes d'examen. Toute la ville de Midelt vibrait au son des cloches de la rentrée et aux échos des résultats du baccalauréat. Et à travers tout cela, les cyprès de Tobleau, immuables, gardaient silencieusement les souvenirs de ces moments précieux gravés dans l'écorce de leurs troncs et le doux frémissement de leurs aiguilles. Les vieux cyprès de Tobleau, dressés comme des sentinelles silencieuses sur les hauteurs poussiéreuses, avaient vu naître, sous leurs branches frémissantes, un établissement qui allait devenir un symbole, l'hôpital Paul Chopet, du nom du premier médecin-chef français à y exercer. C'était une époque où les vents du changement soufflaient fort sur Midelt. Ces arbres centenaires ont été témoins de bien plus qu'une construction. Ils ont vu passer, année après année, des générations de médecins venus de France, du Maroc et d'ailleurs, des infirmiers et infirmières dévoués, des administrateurs attentifs, tous réunis autour d'une mission, soigner. Dans les couloirs de l'hôpital, leurs pas résonnaient, se mêlant au murmure des malades et au souffle rauque des anciens mineurs silicotiques, venus des mines de Mibladen et Aouli. Ces hommes aux poumons bousillés par la poussière des galeries venaient chercher un peu d'air, un peu d'espoir sous les toits blancs de Paul Chopet. Les cyprès, eux, ne parlaient pas, mais ils voyaient tout. Ils ont vu les ambulances rudimentaires arriver à toute heure, les cris de douleur, les pleurs de famille, mais aussi les sourires de ceux qui guérissaient, les enfants qui reprenaient vie, les gestes sur des chirurgiens. Et puis, le 18 octobre 1952, l'un de ces arbres s'est peut-être penché légèrement pour mieux voir. Le général Guillaume, alors résident général de la France au Maroc, était en visite officielle. Une agitation inhabituelle animait les lieux. On avait balayé les allées, repassé les blouses, redressé les drapeaux. Les regards étaient mêlés de respect et de prudence. Car même sous les sourires, l'époque était tendue, le Maroc aspirait à sa liberté. Les vieux cyprès n'ont pas oublié. Ils sont toujours là, témoins impassibles d'un passé riche, parfois douloureux, mais toujours vibrant. Ces cyprès centenaires de Tobleau n'ont pas seulement été les témoins des hommes et de leurs histoires, ils ont aussi vu surgir la vie elle-même, un jour lointain, sous la forme d'une source naturelle d'eau abondante, nommée Almontia. Située non loin de la ferme et du terrain de football, cette source fut aménagée par le génie militaire français durant le protectorat, dans un souci d'efficacité et de logistique. Un solide abreuvoir en pierre y fut construit, destiné à étancher la soif des chevaux de la garnison, ces fidèles montures qui participaient aux déplacements dans les montagnes de l'Atlas et les plaines du Sud. Cependant, l'usage des lieux a évolué avec le temps. Une fois les chevaux partis, l'ancien abreuvoir fut transformé en un petit abattoir municipal, modeste mais fonctionnel. Non loin de là, une fourrière rudimentaire accueillait les chiens domestiques capturés après avoir mordu un habitant, les plaçant dans une sorte de quarantaine forcée. Ce lieu, à la fois pragmatique et rude, marquait l'intersection entre l'ordre public, la santé et la vie quotidienne d'une ville en pleine transformation. Mais la véritable richesse d'Almontia, c'était surtout son eau, fraîche, abondante et intarissable à l'époque. Elle nourrissait de vastes terres agricoles, irriguant généreusement les potagers, vergers et champs qui s'étendaient d'Iramdjuen jusqu'à Aït-Bertat, en passant par Almou et les terres collectives des anciennes familles d'Iramdjuen.
Les femmes y puisaient l'eau avec des seaux en fer, les enfants y jouaient pieds nus et les hommes s'y retrouvaient en fin de journée pour laver outils ou légumes dans une ambiance de labeur et de camaraderie. Autour de l'Montia, il n'y avait autrefois que des champs fertiles, des potagers communautaires, des sentiers de terre foulés par les pas des femmes portant leurs seaux et par les sabots des ânes et des chevaux. L'odeur de la menthe fraîche et des pommes mûres se mêlait aux éclats de voix des enfants courant entre les rigoles d'irrigation. Mais tout cela appartient désormais à un autre temps, un temps dont seuls les vieux cyprès de Tobleau semblent encore se souvenir. Cependant, les cyprès de Tobleau furent aussi les témoins de la lente agonie de cette source. Les années passèrent, les hivers furent moins généreux, les neiges plus rares, et la sécheresse s'installa. L'eau devint plus fine, plus incertaine, puis finit par ne plus couler du tout. Le petit abattoir fut abandonné, la fourrière disparut, les jardins s'asséchèrent, et le nom même d'Almontia tomba peu à peu dans l'oubli, sauf pour les anciens qui la mentionnaient parfois avec un mélange de nostalgie et d'incompréhension. Pourtant, les cyprès étaient toujours là, silhouettes sombres contre la lumière du matin, observant en silence la disparition d'un monde, celui de l'eau vive, des jardins communautaires, des chevaux et des chiens, des corvées d'eau et des cris d'enfants. Les vieux cyprès furent également témoins d'un autre bouleversement silencieux, presque invisible à l'œil distrait, la lente transformation de la ferme Tobleau elle-même. Autrefois prospère et bien organisée, cette grande ferme couvrait plusieurs hectares, principalement plantée de pommiers rigoureusement alignés, qui offraient, au fil des saisons, leurs fruits sucrés à la peau fine, rouge, jaune ou vert. Les saisons rythmaient la vie du domaine. Floraison au printemps, récolte à l'automne, taille en hiver, irrigation à la belle saison. C'était un monde de terre et de savoir-faire agricole, organisé et vivant. Mais les années passèrent, les propriétaires changèrent, et les projets immobiliers commencèrent à se concrétiser. Le verger fut arraché par endroits, des bornes cadastrales apparurent, et des promesses de lotissement se dessinèrent. On parla de transformer la ferme Tobleau en un quartier résidentiel, mais les travaux n'aboutirent jamais vraiment. Le projet est resté figé dans le temps, ni ferme, ni quartier, un entre-deux suspendu dans l'attente. Les cyprès virent aussi la disparition des fermes voisines, celles de Zaki, celles de Bouziane, des terres fertiles transformées peu à peu en lotissements modernes. À leur place, on vit naître Haï Riyad 1, puis Haï Riyad 2, et enfin le lotissement Bouziane, avec ses rues droites, ses maisons neuves, ses lampadaires modernes. Les champs se sont tus, les arbres fruitiers ont disparu, les outils agricoles se sont tus. À leur place, des murs en béton, des voitures garées, des fenêtres fermées. Et pourtant, sous cette terre urbanisée, dorment encore les racines anciennes, comme les derniers échos d'un Midelt rural, agricole, nourricier. À partir des années 1980, et surtout dans les décennies 1990 et 2000, le quartier a commencé sa transformation. L'urbanisation s'est accélérée, les jardins ont disparu, grignotés par les murs en parpaing, les nouvelles ruelles tracées au cordeau, et les lots de terrain vendus à des particuliers, des fonctionnaires, des commerçants. Peu à peu, le béton a recouvert la mémoire des sillons. Les toitures en tôle ondulées ont remplacé les pommiers, les ruelles se sont goudronnées, les lampadaires se sont élevés et les voitures ont pris la place des ânes. Là où les enfants allaient chercher l'eau à la source, on a creusé des puits domestiques, installé des compteurs et raccordé les foyers au réseau de l'ONEP. La source de l'Montia, devenue muette, a été recouverte par un muret, presque oublié. Des écoles primaires sont apparues, des mosquées ont été construites. Les cafés de quartier se sont installés et les échoppes se sont multipliées. Ce qui était un lieu de passage entre Midelt et ses vergers est devenu un quartier résidentiel à part entière, vivant, actif, mais désancré de son histoire aquatique et agricole. Les anciens, assis sur des bancs de fortune ou au coin des ruelles, observent les nouvelles générations passer, téléphone à la main, casque aux oreilles, ignorant parfois qu'à l'endroit même où ils se tiennent, des chevaux se désaltéraient, des femmes lavaient le linge et une source chantait autrefois à ciel ouvert. Et toujours, les cyprès de Tobleau, bien que moins nombreux, continuent d'observer,
ombrageant encore un fragment de cette mémoire effacée, frémissant au vent, comme pour murmurer le nom de Montia à ceux qui prennent encore le temps d'écouter. Aujourd'hui, alors que l'urbanisation efface peu à peu les anciens repères, ces cyprès demeurent. Ils dressent encore leur tête vert sombre au-dessus des nouvelles bâtisses, défiant l'oubli. Ils ne parlent pas, mais ils se souviennent. Et tant qu'ils seront là, la mémoire de Midelt restera enracinée. Le récit et les textes ont été écrits par le docteur Bouziane Hassan, tandis que la voix et la narration ont été assurées par Nicolas.